quel type de relations faut-il reprendre ou avoir avec la Russie. Et puis un mot quand même sur les sanctions dont j'ai parlé qui nous font tant de mal. Monsieur Cheminade, vous avez la parole pour 15-20 minutes. Je vous remercie beaucoup. Messieurs les coprésidents, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, vos deux questions sont simples et directes. Elles appellent deux réponses immédiates. La première, ma politique de relation avec la Russie sera celle du général de Gaulle. C'est-à-dire, par-delà la géopolitique stérile, une politique de détente, d'entente et de coopération. Une politique gagnant-gagnant pour la cause commune de l'humanité. Nous devons œuvrer ensemble pour la paix dans le monde sur un certain nombre de questions fondamentales. La lutte d'abord contre le terrorisme, le djihadisme, tel que l'a exprimé le président Poutine dans son discours à l'Organisation des Nations Unies le 28 septembre 2015, inscrivant cette lutte dans le droit international des nations. Ensuite, à partir de l'Europe des peuples, des patries et des projets que je défends, parmi nous autres d'Europe occidentale, bâtir une Europe à venir plus grande, de l'Atlantique à l'Oural, inscrite dans une perspective eurasiatique de Lisbonne à Vladivostok et Pékin. Ensuite encore, un nouvel ordre économique et monétaire international échappant à celui du capitalisme financiarisé, mondialisé, dérégulé et devenu prédateur que nous subissons et qui marque, je pense, la fin de la démocratie telle que nous l'avons vécue depuis 1945 si nous ne réagissons pas. Cette démocratie imparfaite, mais existant par-delà la guerre froide, alors qu'aujourd'hui, ce capitalisme financier-là porte en germe la guerre comme la nuée porte l'orage. Enfin, une culture de la vie et de la découverte, ce que De Gaulle appelait la cathédrale européenne, qui est non seulement compatible, mais attachée à l'architecture orthodoxe, dans une même conception d'une spiritualité généreuse et engagée. Quand notre cathédrale sera faite, nous disait De Gaulle, nous la tiendrons ouverte aux autres. Qui sait même si, avec eux, et dès lors nous aurons pris le goût de bâtir, nous n'en construirions pas une plus grande et plus belle encore, l'union de l'Europe tout entière. C'était à Bonn en juin 1965, et c'était à mon sens prémonitoire, comme le montre la belle cathédrale orthodoxe que nous avons vue naître à Paris, près de ce quai Branly, où j'ai fait mes premières armes dans l'administration il y a longtemps. Deuxièmement, je suis pour qu'on renonce aux sanctions contre la Russie qui ont été contre-productives pour tout le monde. Et de son côté, la Russie lève bien entendu ses propres contre-sanctions, comme le dit le président Xi Jinping de Chine, un ordre gagnant, gagnant et inclusif. Cependant, il faut aller au-delà de ces deux affirmations que je vous ai présentées. Je voudrais mentionner ici 3 points et une conclusion. Premier point, vous autres Russes, je dirais aux Russes, et nous autres Français, partageons une longue histoire commune avec, à l'un de ses plus hauts moments, sous Pierre le Grand, le bâtisseur du Pétersbourg du président Poutine, Pierre le Grand qui fut directement inspiré par le grand philosophe germano-français ou franco-allemand, comme vous le voudrez, Gottfried Wilhelm Leibniz. Allemand, mais ayant longtemps, disons, collaboré avec notre Académie des sciences, celle de Colbert, Leibniz, à travers nos humanistes jésuites français de l'époque, s'était aussi de très près intéressé à la Chine. Chine, Russie, Allemagne, France, j'y vois les 4 pays pouvant porter le monde vers une paix par le développement mutuel, yariment des États-Unis détachés de la dictature financière de Wall Street. Je veux ici évoquer la réponse que fit François Mitterrand à sa femme Danielle, selon le livre de Danielle, le livre de ma mémoire. Elle lui demandait « Pourquoi, maintenant que tu détiens le pouvoir, pourquoi n'appliques-tu pas ton programme ?» Et François Mitterrand répondit « Je n'ai pas le pouvoir, la France, comme le reste du monde, est assujettie à une dictature financière qui gère tout. » Eh bien, je partage son jugement, mais je m'inscris absolument faux sur sa résignation.
Russie, Chine, France, Allemagne, et avec nous tous les BRICS, avec leur nouvelle banque de développement. Nous pouvons définir et mettre en œuvre cette politique de libération des chaînes financières qui est nécessaire aujourd'hui au monde. C'est la nouvelle route de la soie et l'Union économique eurasiatique, ensemble, avec la vraie Europe, pas celle qui est aujourd'hui celle de Bruxelles et de Francfort, mais l'Europe des peuples et des projets. C'est cet ensemble, étendu et offert au reste du monde, pour la paix, avec les composantes, les différentes composantes de politique pour les objectifs communs de l'humanité, une politique spatiale, une politique de l'espace, une politique de la mer, l'économie bleue, et une politique du développement de l'Afrique. Voici les points, pour moi, fondamentaux qui doivent nous guider pour la paix dans le monde. Deuxième point, nous devons reconnaître nos passés respectifs. Vous savez que le général de Gaulle ne s'est jamais rendu aux cérémonies du 6 juin en Normandie, probablement certains d'entre vous ne le savent pas. Il ne s'y est jamais rendu, jugeant qu'il n'avait pas été impliqué dans sa préparation à son exécution, alors qu'il s'agissait de la France. Le temps a passé, je ne suis pas peut-être aussi radical, mais je considère, et cette mémoire doit être présente en nous, que c'est la grande bataille des chars de Kursk, de juillet-août 1943, je crois entre le 5 juillet et le 23 août, qui a été encore plus décisive pour la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut situer cela dans sa mémoire si l'on veut comprendre le passé pour pouvoir agir dans l'avenir. Troisième point, enfin, la Crimée. La Crimée. Et la remise en cause, comme on dit, des frontières établies en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Tout d'abord, l'OTAN a bien remis en cause les frontières entre la Serbie et le Kosovo, ce qui ne lui permet pas de s'ériger en donneur de leçons, à mon sens. Ensuite, l'on nous dit que Nikita Khrouchtchev a rattaché, c'était le 19 février 1954, l'oblast de Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine, à l'occasion du 300e anniversaire de la réunification de la Russie et de l'Ukraine. C'est donc dans des circonstances bien précises, et l'on a déduit que la Crimée appartenait à l'Ukraine, ici en Occident, ce qu'on dit et répète à satiété. En fait, le 20 janvier 1991, après référendum, la Crimée s'est déclarée République autonome de l'Union et a adopté une constitution en 1992. Le 17 mars 1995, le Parlement ukrainien a aboli la constitution de 1992 et le président ukrainien Kuchma, alors, a annexé directement la Crimée à l'Ukraine par décret, une chose peu connue. Certes, en 1997, le rattachement de la Crimée à l'Ukraine a été reconnu par la Russie, mais avec une nouvelle constitution ratifiée par les deux parlements, russe et ukrainien, prévoyant un parlement criméen, la Verkhovna Rada, un conseil des ministres et un chef d'État pour la Crimée. C'est le débarquement de matériel militaire américain via l'OTAN, le 27 mai 2006, dans le port criméen de Féodosia, notre Théodosie, qui a ravivé les tensions, car ni la Crimée, ni l'Ukraine, ni la Russie, a fortiori, n'étaient membres de l'Alliance Atlantique. Et l'autorisation de ce débarquement avait été donnée par le président ukrainien dit pro-occidental, Viktor Yushchenko, alors que constitutionnellement, la décision relevait du seul Parlement ukrainien. Enfin, la Crimée, en tant que région autonome de l'Ukraine, a élu ses parlementaires le 31 octobre 2010, donnant la victoire au Parti des régions russophones, dirigé à l'époque par Volodymyr Rybak, 80 sur 100 sièges. La carte ethnique de la péninsule montre, j'aime pas les cartes ethniques, mais parfois il faut bien le constater, 60% de Russes, 25% d'Ukrainiens et moins de 15% de Tatars. Le reste de l'histoire depuis 2010 est connu. Mais cette mémoire des faits, des événements et des rapports de force doit être connue lui aussi pour juger toute la situation avec lucidité, par-delà tous les étranges discours d'intervenir pour protéger et toutes les révolutions de couleur fomentées comme à Maïdan et revenons-y, comme l'exploitation opportuniste de mai 1968 contre le général de Gaulle. Dans les deux cas, un détournement d'un état de choses ou d'un état d'esprit peut-être plus ou moins légitime, mais on l'a détourné en immixtion dans les affaires intérieures d'un État, à la George Soros.
J'étais un peu long, mais il faut se souvenir du passé pour ne pas en répéter les erreurs. Revenons maintenant au présent. Premièrement, je regrette profondément que nous n'ayons pas participé, le 8 et 9 mai 2016, au plus haut niveau de notre pays, aux cérémonies du 70e anniversaire de la victoire contre le nazisme qui ont eu lieu à Moscou, avec les défilés des parents de tous ceux qui ont combattu et sont morts pour leur patrie, ce qu'on a appelé là-bas le régiment immortel. Ne serait-ce que pour le souvenir de Normandie-Niemen, nous aurions dû y être. Deuxièmement, les 14 et 15 mai à venir, se tiendra à Pékin le forum, la conférence internationale sur une ceinture, une route, avec le président Xi Jinping et en présence, comme à Moscou en 2016, bien entendu du président Poutine et de plusieurs dirigeants du monde entier. Si je suis élu, j'y participerai sans le moindre doute. Ayant des chances limitées moi-même d'y parvenir, je demande au prochain président élu de mon pays de ne pas cette fois se dérober là où se construit le monde de demain. Comme on sait, le président Poutine vient de rencontrer quasi officiellement Marine Le Pen. À sa place, je ne l'aurais pas fait, comme je ne l'aurais pas fait pour tout autre candidat. Mais c'est son affaire, et pas la mienne. Je respecte la non-intervention dans les affaires intérieures de notre État et suis attentif à ceux qui voudraient une France qui éclaire la route commune sans y porter, sans y ajouter d'épines inutiles. Cependant, j'ai bien noté que le président Poutine a déclaré que nous nous réservons le droit de communiquer avec les représentants de toutes les forces politiques du pays, ainsi que le font nos partenaires en Europe et aux États-Unis. J'attends donc un signe d'élargissement pour tous, sans complaisance ni animosité, mais avec toute l'espérance d'une amitié franco-russe, coopérant et éclairant le chemin vers la paix dans le monde. Que chacun ici, comme je pense que nous sommes réunis pour le faire, que chacun ici y apporte sa part. Merci. Monsieur Cheminade, vous vous présentez à l'élection présidentielle pour la troisième fois, je crois, 1995, 2012 et cette année. Si vous êtes élu, quelles seraient, selon vous, les contreparties à demander à la Russie pour une éventuelle levée des sanctions ? Alors, les contreparties, c'est qu'ils lèvent les leurs, notamment pour les produits agricoles. Mais je crois que vous n'avez pas à vous faire de faux espoirs ou de soucis. Je ne serai pas élu parce que nous vivons dans un système présidentiel régi par le monde de l'argent. Donc, ce n'est pas le monde des idées, c'est le monde de l'argent. On critique beaucoup d'autres pays pour cela. Le nôtre, de façon plus, disons, élégante, sournoise, le pratique aussi. Donc, des contreparties, oui, mais des contreparties au développement mutuel. Et je crois que dans ce sens, nous devons partager l'idée d'une économie nationale des deux côtés, et cette économie nationale peut coopérer. Alors, il y a des coopérations très importantes, je crois, dans le secteur de l'environnement, possible, dans tout le secteur concernant le développement de la Sibérie, où je pense la Russie doit nous donner sa part, pas seulement le Japon ou la Chine, et le développement de l'agriculture. Je pense que nous avons beaucoup apporté à la Russie en matière de génie ou de connaissances agricoles, et que de leur côté, ils doivent procéder à des achats à nouveau de viande porcine et de lait comme ils le faisaient auparavant. Donc il y a cet accord gagnant-gagnant que je discerne et j'espère pour bientôt. Parfait, merci. Alors,